Bonjour et bienvenue sur Univers Fantasy pour un nouvel avis et analyse de la saison 3 de La Roue du Temps. Aujourd'hui, nous discutons de l'épisode 7. Attention, spoiler pour toute la saison 3 jusqu'à l'épisode 7. C'est un épisode qui se concentre sur la bataille de Deux-Rivières, qu'on nous tease depuis le début de la saison, et c'était un épisode particulièrement intéressant. J'ai, comme d'habitude, toujours des petits éléments que j'aurais aimé un peu différents, ou... Disons, en fait non, l'épisode 7 je l'ai beaucoup aimé, c'est un excellent épisode. J'aurais aimé qu'il y ait plus de préparation et de construction de personnages avant, qui est un peu les reproches que j'ai fait à l'épisode 2, à l'épisode 3, qui, pour la partie de Rivière, je trouvais un peu décevant. Et je pense que s'ils avaient un peu mieux réussi ces épisodes-là, j'aurais encore plus apprécié cet épisode. Mais globalement, c'était un très très bon épisode, c'est un épisode de bataille, donc on a la première partie où ils préparent la bataille, et la deuxième partie où ça se bat, en gros. Et on va regarder ça de façon chronologique, puisque là, il n'y a pas des scènes différentes. On commence en voyant que Deux-Rivières se prépare très clairement à la bataille. Ils sont en train de fortifier le village, et on comprend que ça se passe probablement quelques semaines après les derniers épisodes qu'on a vus qui se passaient à Deux-Rivières, ce qui est assez logique avec ce qui se passe à Ruidan et dans le désert des Aiel, ou à Tanchico, il faut quand même du temps pour faire tous ces voyages, donc ça me semble assez logique que chronologiquement, on ait un peu de temps qui soit passé. Juste une précision pour les lecteurs des romans, je vais faire référence à Deux-Rivières comme le village d'où viennent Perrine, Rand, Mat et compagnie. Je sais que dans les livres, c'est Champ-des-Monts. C'est juste que dans la série, clairement, ils ont décidé d'oublier la différence entre Champ-des-Monts et Deux-Rivières. Deux-Rivières, c'est censé être la région et Champ-des-Monts, c'est le village. Pour simplifier ma vie et celle de tout le monde, je fais référence à Deux-Rivières comme le village, puisque c'est ce que fait la série. C'est un peu marrant qu'ils aient fait ça, je comprends qu'ils aient voulu simplifier, mais du coup, j'ai trouvé ça marrant comme modification dans saison 1, je me souviens. Donc là, on fait référence qu'à Deux-Rivières, Champ-des-Monts n'existe pas dans la série. On voit Perrine qui forge des armes et qui entraîne un petit peu les jeunes autour de lui. Il y a un élément que j'ai trouvé un petit peu dommage sur le parcours de Perrine dans cette saison, parce que je pense pas qu'on le verra dans le dernier épisode, je pense que là c'était l'épisode de Perrine. L'un des arcs narratifs pour Perrine cette saison, c'était de montrer qu'il est capable de devenir un meneur d'hommes, qu'il est capable de mener et de former les villageois pour qu'ils se défendent. Mais je trouve qu'on le voit assez peu. Presque dans cet épisode, on voit plus Maxime préparer les combattants et même les mener à la bataille. On le voit un petit peu, il y a des scènes très intéressantes dont je parlerai dans pas longtemps, mais je trouve que j'aurais aimé, je trouve que ça manque vraiment entre les premiers épisodes de la saison où on voyait Deux-Rivières et Perrine, et celui-là, je trouve que ça manque vraiment de moments où on voit Perrine parler avec d'autres habitants et prendre des décisions, et justifier ses décisions pour montrer qu'il sait ce qu'il fait et que c'est en le suivant que les gens réussiront à survivre. Ça aurait été intéressant que dans un épisode précédent, on le voit dire « Ok, maintenant il faut qu'on fortifie le village parce qu'on va se faire attaquer par des Trollocs, on les a vus, ils sont en train d'arriver, etc. etc. Il faut qu'on se prépare, on peut pas juste attendre et espérer que les capes blanches nous aident ou je ne sais quoi, il faut qu'on fortifie les choses, il faut que les gens commencent à s'entraîner avec les armes et tout ça. Ça aurait été vraiment bien qu'on le voit faire ces points-là et prendre cette décision-là, parce que justement, c'est censé être son arc, et je trouve qu'au final, on voit pas vraiment cette évolution. Il reste le forgeron dans son coin qui, pendant la bataille, est important puisqu'il est extrêmement fort et qu'il a une présence indéniable et un charisme indéniable. Mais en tant que meneur d'hommes, j'ai pas l'impression qu'on nous l'ait montré. On nous l'a dit, on a dit oui, c'est bien, c'est toi qui mènes. On a une conversation avec Faïl qui dit ça, mais j'ai pas l'impression qu'on nous l'ait vraiment montré. C'est un détail, vraiment, c'est pas très très grave, ça m'a pas empêché d'apprécier cet épisode, comme j'ai dit. J'ai plus de reproches à faire au début de la saison qui n'a pas préparé, je trouve, ce moment assez bien que cet épisode, mais je voulais le rappeler ici. Donc on voit Perrine qui discute un petit peu avec les jeunes, qui forge des armes, scène très sympathique. On a Maxime qui est en train d'entraîner les habitants. On a les habitants qui mentionnent le fait qu'ils sont probablement meilleurs avec des arcs qu'avec des lances ou avec des épées, ce qui est une référence au bouquin, donc c'est assez amusant. En effet, les habitants de Rivière ou de Champ-des-Monts sont meilleurs avec des arcs, ont plus l'habitude d'utiliser des arcs que des épées ou des lances. Et la scène est assez rigolote, on voit Maxime qui s'agace un petit peu, on voit Alana qui forme aussi les jeunes canalisatrices qu'elle a rencontrées, et elle en rencontre une autre, et donc tout le monde se prépare à une attaque imminente. J'aime beaucoup la relation, je l'ai déjà dit
dans des vidéos précédentes, mais j'aime beaucoup la relation entre Alanna et Maxime, qui ont réussi à se reconnecter dans cet épisode. On les voit même se reconnecter complètement un peu plus tard. Et c'est très mignon, et c'est une relation qui est vraiment intéressante, qui a bien fonctionné. On les a vus traverser le deuil, on les a vus s'engueuler pour ce qu'il faut faire à partir de maintenant et les décisions à prendre. On a vu qu'au final, Maxime, il aime trop Alanna pour l'abandonner ici, et il a décidé clairement de rester. C'est une jolie relation, et les deux acteurs sont excellents. Ça fait plaisir, et leurs interactions avec les habitantes de Rivière me fait beaucoup rire. Des scènes assez sympathiques. Des réfugiés des villages alentours et des Tuathaan arrivent à De-Rivière au début de l'épisode, et on retrouve Aram et Ila, que Perrine avait rencontrés en saison 1, qui sont donc des gens qui suivent le paradigme de la feuille, et ils expliquent donc qu'ils sont en train de fuir les Trollocs qui envahissent la région. Et donc Perrine comprend que les Trollocs vont probablement arriver dans la soirée ou dans la nuit qui va suivre. C'est deux personnages assez intéressants, notamment Aram qui va avoir en tout cas dans les livres, qui a un rôle un peu plus important après. Comme je disais, on a une conversation donc entre Faïl et Perrine sur pourquoi est-ce que les gens de Rivière le suivent lui. Elle mentionne notamment que si les gens de Rivière voulaient suivre le meilleur général, ils suivraient Alanna. S'ils voulaient suivre les meilleurs combattants, ils suivraient Ben et Chiad. Mais qu'ils ont choisi Perrine parce que c'est quelqu'un qui vient du coin, qu'ils ont confiance en lui et qu'ils croient en lui. Encore une fois, tout un tas de bons éléments que j'aurais aimé voir. J'aurais aimé vraiment... En plus, ça aurait été intéressant de voir, justement, que Perrine utilise sa connaissance du lieu pour avoir une meilleure stratégie qu'Alanna. C'est-à-dire, on aurait pu avoir une discussion. Ça aurait pas pris tant de temps d'écran que ça, je pense, d'avoir une ou deux petites discussions où ils sont en train de préparer cette défense. Et où Alanna suggère quelque chose, et Perrine lui dit « Oui, mais non, parce que avec le terrain tel que je le connais, ce serait plus intelligent de faire ça, ou ça, ou ça. » Je pense que ça aurait aidé à construire cette progression de personnage pour Perrine. Ils l'ont pas vraiment fait, ils l'ont dit, donc bon, voilà, ok, on accepte. On voit aussi dans cette scène le drapeau de Perrine avec le loup, ce qui est très sympathique, et qui reviendra un petit peu à la fin dans le dialogue de Loial, l'aigle rouge de Manetheren qui se transforme en le loup de De-Rivière, qui est une référence sympathique. Et Faïl et Perrine vont aller à la rencontre de Bornald. Apparemment, Perrine a demandé au seigneur Luc, qui a un rôle extrêmement minime dans cette saison, d'organiser donc une rencontre entre Bornald et lui, et Perrine demande de l'aide au Cap Blanche. Il leur dit, peu importe les différences qu'on a, pas vraiment des différences à ce stade-là, c'est le conflit qu'on a entre nous, au final, on est tous contre les Capes Blanches, qui sont des représentants du Ténébreux, et même Bornald, avec son envie de trucider Perrine, est évidemment prioritairement contre le Ténébreux, et donc, pour Perrine, ça a du sens de lui dire « Viens te battre quand même avec nous, viens défendre les villageois », et Perrine promet même que si ils viennent les aider, il acceptera de se rendre, après la bataille, pour aller faire face à la justice des Capes Blanches. Mais Bornald ne fait pas confiance à Perrine, et il refuse, qui aurait sans doute été une meilleure chose. Au final, il va accepter à la fin, mais ça aurait probablement été une meilleure chose qu'il continue à refuser pendant tout le long de cette bataille, mais bon. J'aime plutôt bien la relation entre Bornald et Perrine. Je trouve que ces deux personnes... Là, pour le coup, je trouve qu'ils l'ont bien construit, puisque c'est quelque chose qui a commencé en saison 2, où on les a vus se rencontrer quand on a rencontré Avienda, et clairement s'entendre plutôt correctement, avoir un respect l'un pour l'autre. Bornald est probablement un peu moins fanatique que d'autres Capes Blanches. Il reste quand même un peu extrême dans certaines de ses croyances, mais il n'était pas pour trucider tout le monde d'un coup. Et je trouvais qu'il avait vraiment une relation intéressante. Perrine tue son père après que son père ait tué Hopper. Et je trouve que du coup, le conflit qui s'était mis en place pour cette saison 3 était vachement intéressant. J'aime beaucoup le fait que quand Bornald lui dit « Mais t'as tué mon père », Perrine il dit « Mais est-ce que toi tu te sens pas mal d'avoir tué la mère de Matt ?» Et il utilise le fait qu'il pensait que c'était une sorcière, une Aes Sedai ou quelqu'un qui utilise le pouvoir comme argument, et Perrine lui dit « Mais non, c'était juste une madame, juste une villageoise innocente qui n'avait rien demandé. » Bref, j'aime beaucoup parce que c'est une relation qui est basée sur un conflit de moralité et de justice et de faire la bonne action. Ils ont des approches différentes de ce qu'est une bonne action, mais c'est deux personnes qui essayent d'être honorables, on va dire. Et donc c'est un conflit vachement intéressant, qui, j'imagine, continuera en saison 4, si on a une saison 4. La scène d'après a commencé en me laissant particulièrement surprise. C'est le meilleur mot que je puisse trouver. Loial va avoir une discussion avec Ben et Chiad, donc les Aiel qui les accompagnent, et
Ils discutent un petit peu de l'histoire de Manetheren, très intéressant. On le voit écrire son livre, toujours très très bien. Et ensuite, il se retourne et il propose à Ben et Chiad de jouer au baiser de la promise. Qu'elle lui proposait depuis le début de la saison 3, un peu comme une blague, parce que c'est pas vraiment dans la personnalité de Loial de jouer à ce genre de jeu. Et le fait qu'il le propose, j'étais extrêmement surprise, comme je disais, et je comprenais pas où est-ce qu'allait cette scène, et c'était très très étrange, jusqu'à ce qu'on comprenne, et que Ben et Chiad comprennent, qu'il faisait ça pour essayer de les protéger, pour essayer de sortir du taux que Chiad avait envers lui, donc en disant que, vu qu'elles ont interrompu le jeu, Chiad et Bane lui ont sauvé la vie, puisque potentiellement il aurait pu mourir en jouant à ce jeu, et on voit les deux qui commencent à s'agacer parce que c'est pas quelque chose d'honorable de tromper quelqu'un à régler son taux, puis ensuite elles comprennent qu'elles peuvent l'avoir à nouveau en retournant le truc, puisque les deux ont participé, le taux de Chiad est réglé, et maintenant Bane en a un, on va dire, envers Loial, et on voit la tête de Loial qu'elle a dit « bon, ben j'aurais essayé ». La scène est très rigolote, elle est assez mignonne de voir que Loial est aussi protecteur envers Ben et Chiad, et clairement il a apprécié de passer du temps avec elle, et il essaye de les protéger. Ça nous informe aussi sur le fait que tout le monde pense que ce conflit va pas bien se finir. Clairement, il y a plus de Trollocs que d'habitants, c'est pas un coin très facile à protéger, ils sont pas très armés, il y a pas de soldats, pas vraiment, enfin il y a quelques très bons guerriers dans le groupe, hein, évidemment Maxime, évidemment Perrine, Faïl, Alanna, pas vraiment une guerrière, c'est une Aes Sedai de la Javert en plus, donc elle peut envoyer très fort, mais entre un petit commentaire de Maxime un peu plus tôt dans la conversation et la Loial qui essaye de faire tout qu'il peut penser pour que Ben et Chiad s'en aillent, on sent que l'ambiance n'est pas à l'espoir et qu'ils pensent sans doute qu'ils vont tous mourir. Et d'ailleurs, en parlant du fait qu'ils pensent qu'ils vont mourir, on a Perrine et Faïl qui ont une conversation, donc là on est globalement le soir juste avant que la bataille commence, hein. Et Perrine est toujours très inquiet à l'idée que des gens qu'il aime, ou même des gens qu'il connaît, puissent mourir, et vu qu'il a maintenant un attachement assez important à Faïl, il lui demande de partir, et elle refuse catégoriquement, un peu violemment d'ailleurs, puisqu'elle fait référence à sa femme morte. Elle lui dit « Tu penses que tu vas me mettre une hache au milieu de la poitrine comme tu l'as fait avec ta femme », ce qui est assez violent comme façon de faire, mais je trouve ça intéressant pour la personnalité de Faïl, qui estime que tu dois... Je crois que la phrase qu'elle dit, c'est... Elle fait référence donc à elle et aux gens qui choisissent de se battre. Elle dit « On mérite le respect avant la bataille et les honneurs après. Garde ta culpabilité pour les ennemis qui s'échapperont. » J'aime beaucoup cette ligne de dialogue, c'est une excellente ligne de dialogue. Et c'est pas le genre de femme qui veut rester en arrière, c'est pas le genre de personne qui va s'aplatir face à Perrine, tant est un grand mec costaud qui peut être très impressionnant. Non, elle va lui rentrer dedans, métaphoriquement, avec des mots. Elle n'hésite pas à dire ce qu'elle veut dire de façon très claire. C'est un personnage très intéressant et qui a été plutôt bien construit, un peu rapide au début, ils l'ont introduit et puis hop, très vite ils l'ont mis en couple, on va dire, avec Perrine. Mais entre la conversation qu'on a eue dans l'épisode précédent, où Perrine et elle discutaient un peu de leur passé, de leur famille, etc., de pourquoi est-ce qu'elle était partie dans la quête du corps de Valère et tout ça, et les conversations qu'ils ont dans cet épisode, j'ai trouvé ça très intéressant et très bien pour la construction de ce personnage, et pour la construction de Perrine. Perrine, il a besoin, c'est-à-dire que c'est bien d'être inquiet pour les gens autour de toi, mais au bout d'un moment, si ces gens-là décident volontairement, sans être forcés, en comprenant les risques, de rester quelque part, de se battre, tu dois respecter ça, et ta peur de les voir mourir peut pas... Ça devient insultant à force de... Ouais, c'est-à-dire que Perrine, lui, choisit de rester et de se battre, elle choisit de rester et de se battre, c'est la même décision, et tu devrais la respecter. Accessoirement, j'ai trouvé que cette scène était particulièrement jolie. J'aime beaucoup ce plan sur le visage de Faïl, je la trouve très très jolie. Déjà parce que c'est une jolie actrice, mais aussi parce que on a un coucher de soleil qui est assez cinématique. Il y a des plans aussi sur Perrine où pareil, il y a ces couleurs-là un peu orangées, et c'est très joli visuellement. Juste après ça, on a une scène adorable avec Perrine qui montre enfin aux sœurs de Mat le dessin qu'il a ramené donc de Mat qui tient le corps de Valère. C'est très drôle, c'est adorable, les deux jeunes filles. Il faudrait vraiment que j'apprenne leur prénom parce qu'elles ont finalement un rôle assez important dans cette saison, mais j'ai pas regardé, je m'excuse. Elles font des blagues, évidemment.
J'aurais bien aimé qu'il y en ait une des deux qui dise mais c'est pas Matt sur le dessin, parce que ça lui ressemble pas du tout, du tout. Elle se moque un peu de l'apparence du corps de Valère, ce qui est très mignon. Vraiment, c'est une scène adorable, j'ai bien aimé. Et c'est un peu ça que je disais sur ce que je reprochais aux premiers épisodes, c'est qu'il manquait un petit peu ce genre de scène. Pas spécifiquement juste Perrine et les sœurs de Matt, mais des scènes où on le voit prendre des décisions et montrer des choses et montrer des connexions et construire un peu tous ces épisodes et tous ces personnages pour qu'ils deviennent des personnages auxquels on s'attache. Bref, j'ai beaucoup aimé cette scène, elle est drôle, elle est sympathique, et à la fin de cette scène, on entend les corps au loin des Trollocs, donc l'armée est en train d'arriver. On a une scène finale dans la partie préparation, on va dire avant la bataille, où Perrine va demander aux Tuathan de protéger les enfants si jamais les Trollocs arrivent jusqu'au village, et les Tuathan disent oui, évidemment. À la fin de cette scène, on a aussi Loial qui va aller dire à Perrine que le seul moyen qu'ils arrivent à gagner cette petite guerre, c'est qu'il n'y ait plus de renforts de Trollocs qui arrivent. Donc il faut aller détruire la porte des chemins qui mènent à côté de Deux-Rivières, et Loial se propose donc pour faire cette mission. Il va être accompagné de Ben et Chiad, et Perrine lui dit « Ok », mais il lui dit « Ne reviens pas après ». On parlera de Loial un peu plus à la fin, évidemment. J'ai beaucoup aimé la scène d'adieu, on va dire, entre Perrine et Loial, même s'ils ne savaient pas que c'était un adieu définitif. C'est une scène plutôt touchante, où Perrine montre le respect qu'il a pour la culture des Augiers et de Loial, et Loial rend honneur à Perrine en lui disant que son nom sera connu à travers l'histoire. Et c'est plutôt un beau moment, les deux ont passé le plus de temps ensemble de toute la série, plus que les autres personnages avec Loial, donc c'est assez logique qu'ils se connaissent bien à ce stade-là. Et là, encore une fois, je trouve que dans cet épisode, on rattrape les choses qu'on n'a pas fait avant. Là, on voit Perrine prendre des décisions. Il dit au Tuathan, vous allez protéger les enfants. Il dit à Loial, ok, tu vas détruire la porte. C'est lui qui l'avait proposé, mais il l'autorise à partir. Mais après, tu repars. Et il prend des décisions à ce stade-là. Et donc, il a une position de chef, on va dire, à ce stade-là, qu'on l'a pas vu avoir avant. Donc, pour autant que j'apprécie énormément ces scènes-là maintenant, et je les apprécie vraiment beaucoup, j'aurais adoré les voir plus tôt. Et bon, je vais arrêter de pinailler là-dessus, promis. C'est juste que je trouve ça dommage. J'aurais adoré notamment voir des scènes entre Perrine et, je crois qu'elle s'appelle Marine Alver, la mère de Egwene, qui a un rôle assez important dans cet épisode. On la voit se battre à la fin, qui fait partie du cercle des femmes, etc. Et j'aurais adoré voir Perrine et justement le cercle des femmes interagir. Le cercle des femmes, ils ont un rôle assez important dans cette région, dans ce village, pour les décisions en général qui sont prises sur le village. Je pense que t'aurais pu, encore une fois, sans rajouter trop de temps à l'écran, avoir juste une petite scène ici et là qui aurait, montré les capacités de leadership, on va dire, de Perrine, et le rôle de ces femmes-là à Deux-Rivières. Je pense que ça aurait renforcé nos connaissances, ou les connaissances des téléspectateurs, sur la culture de Deux-Rivières, qui est toujours intéressant, c'est du lore en plus, etc. Et ça aurait construit la caractérisation de Perrine. Ils l'ont pas fait, ils ont pas pris le temps. J'ai beau dire que ça prendrait pas beaucoup de temps à l'écran, potentiellement ils auraient eu un épisode de plus, on leur aurait donné 9 épisodes au lieu de 8, ils auraient pu développer ces éléments-là. J'aurais adoré qu'on passe plus de temps avec Ben et Chiad aussi. Elles seront sans doute là dans la prochaine saison, si on a une prochaine saison. Mais ouais, pour l'instant, elles sont vraiment des personnages en arrière-plan, etc. Bref, tout ça pour dire que j'aurais aimé un peu plus. Et je me suis répétée assez maintenant, je lâche l'affaire, je promis. Ils ont un plan de bataille assez intelligent, je pense, j'y connais rien en bataille, mais c'est pas juste ils protègent le village avec les quelques fortifications qu'ils ont fait, ils ont bloqué le chemin qui mène vers le village avec des barrières, et ils vont essayer de les arrêter au fur et à mesure sur le chemin, et le village, c'est un peu le dernier rempart. Donc, ils vont aller sur le premier élément de leur défense, ils se réunissent, et là, on a un assez beau moment de Perrine qui mène ses hommes. Perrine, c'est pas forcément un personnage qui va faire des grands discours héroïques pour motiver tout le monde, à la Aragorn, ou au roi Théoden dans Le Retour du Roi. Toutes mes références, c'est le Seigneur des Anneaux. Mais la façon dont il trouve d'accrocher tout le monde, de leur donner espoir, de leur donner courage, c'est de chanter Weep for Manetheren, Pleure pour Manetheren, j'imagine en français, qui est une chanson qu'on avait entendue en saison 1, et j'ai adoré ce moment, j'adore ce moment. J'adore les chansons dans les mondes de fantasy, j'adore les chansons dans les films et les séries en général.
Surtout parce que dans notre vie de tous les jours, je sais pas vous, mais moi en tout cas, j'écoute de la musique quasiment tout le temps. J'écoute de la musique en bossant, j'écoute de la musique en allant au boulot sur le chemin, on écoute de la musique quand on fait la fête, on écoute de la musique à Noël, la musique fait partie de nos vies quasiment tout le temps. Du coup, quand tu crées un monde, je trouve ça important qu'il y ait des éléments musicaux. Parce que la musique, non seulement on l'écoute tout le temps aujourd'hui, dans nos vies, elle est présente quasiment en permanence, mais on a de la musique dans l'histoire. Je connais pas bien mon histoire, mais on a des morceaux de musique qui remontent à des millénaires en fait. Et la musique fait partie de l'expérience humaine. J'analyse beaucoup trop ce détail de l'histoire, mais c'est un des trucs que j'aime le plus au monde dans Le Seigneur des Anneaux. Le fait que, et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais le fait qu'il y ait des chansons, il y a au moins un minimum une chanson par chapitre dans Le Seigneur des Anneaux, fait que ça rend le monde plus réel. Et je sais que c'est étrange, Le Seigneur des Anneaux c'est quasi une comédie musicale, ok ? Il y en a tellement. Mais oui, les personnages chantent leurs légendes, leurs histoires, etc. Et dans La Roue du Temps, évidemment, c'est pas Le Seigneur des Anneaux, on n'a pas une chanson par chapitre, mais le fait que la semaine dernière, on ait eu une chanson grivoise dans le bar, que là, avant de se battre, ils chantent une chanson pour leur donner courage, pour leur donner espoir, qui fait référence aux héros de la région d'avant. Oui, ça me semble tellement réaliste. On sait que les soldats chantaient des chansons dans notre histoire à nous. Ça fait partie des choses qui unissent les gens. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce moment. Surtout parce que oui, Perrin n'est pas le genre à faire un grand discours. Il est plus introvert que ça. Et du coup, à ce moment-là, puiser au fond de lui pour chanter cette chanson et unifier le peuple qui avant était le peuple de Manetheren et qui maintenant est le peuple de Deux-Rivières pour leur donner courage. Excellent moment, j'ai adoré ça. Et c'est un très beau moment d'unité. Les gens étaient un peu en train de flipper évidemment puisque c'est des vrais prologues, c'est des vrais soldats qui leur arrivent en face d'eux et qu'eux c'est des paysans et ils n'ont pas l'habitude de se battre, même si ces derniers temps ils se sont fait quand même pas mal attaquer. Ils sont tous en flip. Perrin chante, il est rejoint par tout le monde, et c'est un très beau moment d'unité, c'est une très belle scène, j'ai adoré ce moment. Et ensuite, ils se font attaquer. Quand l'attaque commence, on a Maxime et Fail et Perrin qui aident donc le groupe d'habitants à défendre donc ce col, notamment en tirant à l'arc, excellent moment. C'est plutôt des bonnes scènes d'action, je vais pas décrire tout ce moment d'action globalement, mais c'est plutôt des bonnes scènes en général qui fonctionnent très bien. Ils se protègent avec des boucliers. Tout est très bien. J'ai aimé que cette première partie du combat se passe 2 jours. Enfin, on est en fin de journée, la soirée commence et donc le soleil s'est couché, etc. Mais un des trucs que je rêve dans le futur, peut-être, c'est qu'il y ait un peu moins de scènes d'action et de scènes de combat qui se passent de nuit. C'est pas inhérent à La Roue du Temps, hein. C'est tous les films et toutes les séries. Je comprends qu'il y a un élément visuel. S'il y a du feu, par exemple, c'est vachement plus cool de nuit. S'il y a des explosions, c'est plus cool de nuit. Tu peux avoir des effets spéciaux ou des maquillages et des prosthétiques qui sont un peu plus douteux si c'est de nuit parce qu'on les verra moins, donc tu peux gagner un petit peu des facilités comme ça. Donc je comprends tout à fait. Et c'est pour ça que la majorité des conflits se passent la nuit. C'était le cas dans Game of Thrones, hein, c'est le cas dans toutes les séries, dans tous les films quasiment. Et quand il y a des exceptions, moi j'en suis très heureuse. Donc là, en tout cas, le début de ce combat se passe plus ou moins de jour, et puis la nuit tombe, et puis la majorité de la bataille ensuite se passe de nuit. Pas de problème, mais j'étais contente d'avoir ce petit moment en tout cas. Toujours stratégie plutôt intelligente, ils ont attendu que tous les Trollocs et les Suppôts des Ténèbres se soient réunis face à Perrin, Maxime et l'armée de Rivière. Et une fois qu'ils sont tous réunis, Alanna, les sœurs de Mat et Dace Congar, qui, on a appris, est aussi une canalisatrice, vont attaquer avec le pouvoir. Elles vont se connecter toutes à Alanna et elles vont envoyer une pluie de glace, de grêles qui sont globalement des espèces de poignards de glace, dévaster l'armée ennemie. Et c'est une attaque qui est non seulement très impressionnante, très efficace, c'est très joli visuellement, la façon dont le pouvoir est représenté, très très joli. Et j'ai adoré la réaction de Dace Congar, qui avait dit juste avant, bon, je veux bien apprendre, mais je veux continuer à pouvoir boire. Et après avoir utilisé le pouvoir à ce niveau-là, je la vois jeter sa bouteille, genre « Ah oui, ok ». J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Elles détruisent en grande partie ce bout-là de l'armée, des Trollocs, et ils partent en retraite. Et Perrin va être un petit peu inquiet pour le village, en partie parce qu'il trouve que la réaction des Trollocs est un peu anormale. Les Trollocs, s'ils sont pas menés
soit par un blafard, soit on le verra ici par Padan Fain. Ils n'ont pas vraiment de stratégie, ils foncent la tête baissée et ils font pas des retraites quand ils se font attaquer par des Aes Sedai, juste ils foncent la tête à première. C'est un peu la stratégie numéro 1 des Trollocs. Donc là, clairement, il y a une stratégie militaire qui est mise en place, et donc ça inquiète un petit peu Perrine. Il retourne au village, il va retrouver Alanna et son groupe qui sont sur le chemin de retour, et au moment où elles arrivent, Alanna va se faire transpercer par une lance, ou peut-être une flèche. Honnêtement, elle était tellement énorme que j'ai appelé ça une lance, mais c'était peut-être une flèche, et Dace Congar, donc, que je viens de mentionner, protège un petit peu Alanna et les autres pour qu'ils puissent fuir, mais elle va se faire tuer très vite. On voit Maxime qui ressent évidemment l'attaque contre Alanna qui est très 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 blessée à ce stade-là, hein. Et donc il s'effondre pendant un petit moment, et les gens autour de lui paniquent, en disant « Mince, on n'a plus d'Aes Sedai pour nous soutenir, puisque Alanna est à terre, on va tous mourir et tout ça », et Maxime arrive à les réénergiser et leur redonner courage en leur disant que les guerres, elles sont pas gagnées par des soldats, par des guerriers, elles sont gagnées par des gens qui sont trop têtus, en gros, pour comprendre qu'ils vont potentiellement mourir, qui est une excellente façon de motiver les gens de Rivière, parce que l'une des caractéristiques principales des habitantes de Rivière, comme l'ont bien remarqué notamment Moiraine et Lan en voyageant pendant pas mal de temps avec Rand, avec Egwene et compagnie, c'est que les gens de Rivière, ils sont extrêmement têtus, ils en ont rien à faire des opinions des autres, eux ils font leur truc à leur façon, et zut, en gros, c'est l'attitude. Mais Maxime, très intelligent, utilise cet entêtement légendaire des gens du coin pour leur dire « Non mais vous allez pas laisser ces gens-là rentrer chez vous, non, non, non ». Et donc les habitants de Rivière continuent à se battre, mais petit à petit, ils perdent du chemin et ils vont finir par se replier tous derrière les fortifications du village. À ce moment-là, ils sont rejoints par les Capes Blanches et Bornald, qui a plutôt changé d'avis et qui dit que c'était la bonne chose à faire de venir assister Perrine. Mais évidemment, nous, les spectateurs, on savait, Perrine voit à ce moment-là avec horreur que Padan Fain fait partie des Capes Blanches. En tout cas, il est déguisé comme une cape blanche. Il dit à Bornald « Comment oses-tu avoir amené un suppôt des ténèbres ?» Et Bornald n'était pas au courant, il comprend qu'il a été infiltré, et une nouvelle bataille s'engage. Au milieu du village, cette fois-ci, Perrine donne l'ordre de refermer les portes, mais c'est trop tard, les Trollocs débarquent, et c'est la grosse bataille dans le village. Il y a un tout petit élément que j'ai vu quelqu'un d'autre le mentionner, je vais être honnête, c'est pas moi qui l'y ai pensé, mais depuis que la personne l'a dit, j'arrive pas à me l'enlever de la tête, qui est comment est-ce que Bornald, jusque-là, c'est-à-dire jusqu'au moment où Perrine pointe Padan Fain, n'a vu aucun Trolloc. Là, quand Padan Fain est découvert par Perrine, l'armée des Trollocs, une grosse armée de Trollocs, débarque instantanément. Donc clairement, ils étaient juste derrière. Bornald, il aurait dû les entendre. J'aurais trouvé ça sans doute plus logique si on avait vu les suppôts des ténèbres et Padan Fain essayer de maintenir les portes ouvertes pendant un petit moment, le temps que l'armée arrive. Il y aurait un petit élément de logique qui aurait sans doute mieux fonctionné à ce moment-là. C'est un détail que, franchement, moi, j'avais pas remarqué quand j'ai regardé l'épisode et que j'ai juste entendu quelqu'un faire la remarque plus tard et je me suis dit « Ah oui, c'est un bon point » que Bornald, pendant tout l'épisode jusque-là, il passe son temps à dire « Non mais j'ai vu aucun Trolloc » alors qu'il y a vraiment beaucoup de Trollocs dans le coin. Et soit, mec, t'es vraiment aveugle ou sourd parce que les Trollocs, c'est comme une armée à cheval, ça fait énormément de bruit. Donc, ouais, c'est un petit peu surprenant, mais pas vraiment très grave. Encore une fois, je pense qu'ils n'ont pas énormément de temps et beaucoup de choses à raconter. J'avais voulu que cet épisode ce soit exclusivement que la bataille. Donc la deuxième partie de l'épisode sans la préparation qu'on a vue au début, il aurait fallu que la préparation, tu le mettes dans les épisodes précédents. Peut-être qu'il fallait rajouter « Donnez-nous 10 épisodes ». Donnez-nous 10 épisodes. Et je pense qu'une grande partie des reproches que je fais à cette série, qui sont pas des gros reproches, j'aime beaucoup cette saison. Hein. Vraiment, je sais que je pinaille, mais j'aime beaucoup cette saison. Mais je pense qu'on leur donnerait 10 épisodes par saison au lieu du 8. Et ouais, tous les reproches que j'ai disparaîtraient. Mais on vit dans une époque où on fait des saisons de 8 épisodes pour raconter des immenses histoires épiques. Ça et les anneaux de pouvoir, je suis foutue. Le combat s'engage et c'est une énorme baston globale. C'est un combat qui fonctionne très bien, il y a plein de très bonnes scènes, la chorégraphie fonctionne bien, on a des plans assez longs, on voit plein de gens se battre différents, on voit notamment, comme je le mentionnais plus tôt, le cercle des femmes se battre, j'aime beaucoup, elles ont toutes des boucliers qui ont clairement été faits avec des morceaux de bois qu'elles utilisent d'habitude sans doute pour faire des barrières ou des maisons, etc. Elles se battent avec des lances, j'ai trouvé ça très cool, on voit évidemment Bornald se battre, et on va voir Perrine
Perrine, on le voit se battre tout le long, et puis à un moment donné, il va aller récupérer son marteau, en plus de sa hache, pour attaquer, qui est une référence assez importante pour les livres. Dans les livres, on en reparlera un petit peu à la fin, mais dans les livres, tout le conflit de Perrine, c'est quand est-ce qu'il faut se battre et quand est-ce qu'il faut faire la paix. Lui, il voudrait être un homme de paix, il veut pas faire du mal à quiconque, mais il veut protéger les gens qu'il aime. Et pour lui, le marteau, ça représente son travail à la forge, qui est un travail plutôt de paix, qui est un travail quotidien, normal, etc. Et la hache, ça représente la guerre, le conflit, la mort. Pour résumer très rapidement un conflit interne qui prend des pages et des pages dans les livres. Et là, il y a un peu de ok, je prends les deux parties de moi, le forgeron et le guerrier, je les mets en même temps et on va partir full berserk, un vrai tank qui détruit tout sur son passage. J'adore le fait qu'il dit à Faïl, reste derrière moi pour tuer pour tuer ceux que je loupe. J'adore ce moment. Il est vraiment impressionnant, c'est un grand bonhomme qui se bat une hache et un marteau. Et donc il fait tomber des Trollocs à droite à gauche. On voit Faïl derrière lui qui saute sur les Trollocs et qui les poignarde. J'adore ce moment, j'aime beaucoup Faïl. Au cas où vous auriez pas remarqué. Vraiment, il est impressionnant, il est en armure qui devient de plus en plus ensanglantée et tout ça. Donc c'est vraiment des scènes très très cool. En termes de réalisation, j'ai trouvé ça efficace, on voyait ce qui se passait. Les moments étaient assez clairs. Il y avait des scènes sur chaque personnage, ce qui permettait de bien suivre le conflit. Ça fonctionne très très bien, j'aime beaucoup ce moment. À un moment donné, pendant que le village est en train de se faire attaquer partout par des Trollocs, on a Émon Valda qui, plutôt que se préoccuper de combattre les Trollocs, comme il devrait, c'est un soldat de la lumière, donc voilà. Mais comme c'est un mec horrible, il repère Alanna qui est blessée et qui ne peut pas se défendre à ce stade-là, et qui est donc accompagnée par les sœurs de Matt, et il dit aux filles de s'éloigner d'Alanna, et il a probablement l'intention de tuer Alanna à ce stade-là, et les filles vont se retourner contre lui pour se prendre la main, utiliser le pouvoir et brûler Émon Valda vivant. Qui fait plaisir, on va pas mentir, ça fait plaisir. Émon Valda était un horrible personnage qui tuait des gens pour le plaisir et pour sa croyance fanatique de psychopathe. L'acteur était excellent à nous faire détester ce personnage, et c'est très satisfaisant de voir les filles brûler Émon Valda vivant pour venger leur mère. Et on voit d'ailleurs Alanna rigoler. C'est un peu étrange, mais au final, elles ont quand même tué un humain. Alors on peut débattre à l'infini de la moralité de tuer quelqu'un qui a tué ta mère et tué plein d'autres gens avant. Mais bon, on comprend dans le contexte et tout ça. J'aime beaucoup cette scène. Il y a un truc... Je vais sonner très critique dans cette vidéo, je m'entends parler, alors que j'ai vraiment aimé cet épisode, c'est promis, je suis pas aussi critique que j'en ai l'air. Je trouve que la série est assez inconsistante sur qui peut voir ou ne pas voir les canalisations de pouvoir. Je pense que c'est pas un spoiler, donc ça je peux vous le dire. Dans le livre, les femmes qui canalisent peuvent voir d'autres canalisatrices, les hommes qui canalisent peuvent voir d'autres hommes qui canalisent, les canalisatrices et les canalisateurs peuvent pas voir. C'est-à-dire que Egwene, elle voit pas quand Rand canalise. Quand Rand utilise le pouvoir, elle ne voit pas les fils, le tissage de Rand. Et Rand, il ressent une sensation bizarre quand une femme canalise autour de lui, mais il voit pas les fils de canalisation. Mais, et c'est ça ce qui est important par rapport à cette scène, les gens qui ne peuvent pas canaliser, hommes, femmes, peu importe, ne voient pas les fils du pouvoir, ne voient rien. C'est-à-dire, évidemment, à partir du moment où tu as commencé à prendre feu, ça tu le vois. Mais Émon Valda, là, il a eu une réaction avant que le feu apparaisse. Et j'ai l'impression que dans la série, ils veulent se séparer de ce truc. Ils veulent que les gens puissent voir les fils du pouvoir, parce que ça leur simplifie, parce que ça leur permet d'avoir une réaction. Là, on a Émon Valda qui a une réaction de « Ah, mais c'était vous !» Et c'est une bonne réaction. Je comprends que pour une adaptation à l'écran, tu as envie que Moiraine, elle voit les fils qu'utilise Rand. Parce que tu veux une réaction, tu veux pas juste de la surprise tout le temps. Mais j'ai l'impression qu'ils voudraient pouvoir dire « Non, mais tout le monde peut voir, en fait », mais qu'ils osent pas parce que c'est un point tellement important dans les livres. Mais du coup, ils le font que quand ça les arrange, quand ils ont besoin d'avoir cette réaction. Par exemple, dans l'épisode précédent, quand Moiraine et Rand parlent, Rand, à un moment donné, quand il est assis, utilise le pouvoir un petit peu, et il y a tout le village qui tremble un petit peu. Et là, clairement, Moiraine, elle voit pas, c'est-à-dire qu'elle voit les éléments qui tombent autour d'elle, mais elle voit pas la canalisation. Par contre, dans une conversation qu'ils avaient eue dans des épisodes en début de saison 3, pareil, Rand faisait un petit peu une démonstration, on voyait Moiraine regarder la main de Rand dans laquelle il était en train de canaliser, et on avait l'impression qu'elle voyait.
mais peut-être pas, peut-être qu'elle regardait juste sa main parce qu'il était en train de faire un truc bizarre avec sa main. Et c'est très inconsistant en fait. Et j'aimerais bien qu'ils se décident dans un sens ou dans l'autre. Je serais pas fâchée s'ils décident de dire non, ça marche mieux pour la série, que tout le monde puisse voir les canalisations. Là, Eamon Valda, pour autant qu'on sache, c'était pas quelqu'un qui pouvait canaliser. Donc, il devrait voir absolument rien, il aurait juste dû voir les deux filles se lever, se prendre la main, il aurait pu estimer que c'était juste, il venait de leur dire de s'éloigner d'Alana, et le fait qu'elles aient l'air effrayées ou fâchées de le voir, c'est pas surprenant, il a tué leur mère, donc oui, il aurait dû comprendre qu'elles avaient canalisé au moment où il a pris feu, pas avant. Sauf si tu vas dans l'autre sens, sauf si tu dis, ok, cette règle-là, elle s'applique pas dans la série, on s'en fout, on veut pouvoir avoir des réactions, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit tout le temps. Je sais pas, je trouve ça un peu inconsistant. C'est peut-être un détail dont les téléspectateurs qui n'ont pas lu les livres se foutent complètement, probablement. Mais c'est un détail que j'ai remarqué en me disant, tiens, mais ils voient du coup les canaux. C'est surprenant. Pour les lecteurs des livres, c'est surprenant parce que c'est vraiment un élément important, mais c'est pas indispensable. Donc, il faut juste peut-être trancher dans un sens ou dans l'autre. En attendant, cette scène était quand même très très cool, et ça fait plaisir. Eamon Valda est un personnage horrible, donc ça fait plaisir de le voir mourir dans d'atroces souffrances. Adieu, Eamon Valda. Du côté des Tuathan, on les a vus fuir avec les enfants et les bébés, puisque les Trollocs ont envahi le village. Ils s'étaient mis d'accord là-dessus. Et on voit Aram qui va être attaqué par un Trolloc et qui va attraper un couteau et tuer ce Trolloc. Sous les yeux d'ailleurs de sa grand-mère, qui le regarde un peu avec de la déception, puisque les Tuathan, ils font partie des gens qui respectent le paradigme de la feuille, donc aucune violence, à aucun moment avec aucune justification. C'est ce qu'on a vu dans le passé de Rand quand il voyait les visions à Rhuidan. Et Aram, dans la saison 1, si vous vous souvenez, il avait déjà des questionnements sur le paradigme de la feuille. Parce qu'il a vu ses parents se faire tuer, parce que c'est pas une vie facile dans le monde de la roue du temps, qui peut être très violent, de refuser toute violence de façon extrême. C'est-à-dire que même là, si tu te fais attaquer par un Trolloc, tu devrais pas te défendre, tu devrais pas laisser le Trolloc te manger et manger le bébé. Tu devrais essayer de fuir, mais pas de commettre un acte de violence, surtout pas un acte aussi horrible que de tuer quelqu'un. Dans les livres, promis, je vais arrêter à un moment donné, mais bon. Dans les livres, c'est le même questionnement que Aram se fait aussi. Par contre, il prend une décision un peu plus consciente, un peu plus volontaire d'attraper des armes et de commencer à se défendre. Là, on voit bien que Aram, il a pas vraiment le choix, il est sur le point de se faire tuer. Ça fait beaucoup écho à ce qu'on a vu justement dans les visions de Rhuidan avec Rand, sur le moment, j'ai paniqué et je me suis défendue. C'est un peu dommage, j'aime bien l'idée dans le livre qu'il a décidé volontairement avant, sans que sa vie soit en danger, sans que la vie d'un bébé soit en danger, il décide très intentionnellement d'arrêter de suivre le paradigme de la feuille et de commencer à se défendre et à se battre. Là, c'est un peu accidentel. Du coup, ça rend le personnage un peu moins intéressant, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris de décision. Il a juste réagi et ensuite il est bloqué, puisque sa grand-mère l'a vu et que tu suis plus le paradigme de la feuille. Au revoir, en gros. J'imagine que c'est pas aussi simple que ça, tu pourrais sans doute revenir, mais bon. Ouais, je trouve ça dommage qu'il lui ait enlevé le choix. Ça aurait peut-être été intelligent au moment où Perrine demande aux Tuathan de protéger les enfants et de fuir avec les enfants. Si Aram avait dit, tu sais quoi, moi je vais rester et je vais me défendre. Ou, en fait, si ça avait été vraiment, s'il avait pas pris la décision, encore une fois, je pense pas qu'il ait pris de décision, là, il a juste réagi. Mais s'il avait pris justement une décision plutôt de s'armer, de prendre un couteau en se disant « Ok, je vais fuir avec les enfants, mais je vais être armé parce que c'est absurde, le paradigme de la feuille. » Mais dans tous les cas, il tue le Trolloc, et donc sa grand-mère l'observe avec déception. Et d'ailleurs, en parlant des combats qui se passent en dehors du village, on a donc Loial, Ben et Chiad qui attaquent les Trollocs et les suppôts des ténèbres qui défendent la porte. J'adore Loial avec un énorme marteau de guerre, très classe. Ben et Chiad sont excellentes et cool. Le trio là, il fonctionne bien parce que Loial a appris un petit peu le langage qu'utilisent les promises de la lance, donc elles ont un langage des signes qui leur est propre et c'est toujours un peu amusant de les voir les trois interagir, donc j'ai beaucoup aimé ces petits moments. Il tue tous les gens qu'il y a autour de la porte et Loial va dire à Ben et Chiad que le seul moyen de la détruire, cette porte, c'est depuis l'intérieur. Et il leur demande de protéger ses arrières, donc de continuer à défendre la porte pendant qu'il est à l'intérieur pour la détruire. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont quand même pas tuer Loial. Parce que je me suis dit, ok, ils le font rentrer dans les chemins, avec donc l'armée qui arrive en face de lui. Il va détruire la porte, s'il détruit la porte, il peut plus ressortir de ce côté-là. Il aurait pu sortir ailleurs, j'imagine. Mais
j'ai vu suffisamment de séries et de films dans ma vie. J'ai commencé à me poser des questions et à m'inquiéter un petit peu. Et Ben et Chiad continuent à défendre la porte. Elles sont tellement classe. J'ai pas grand chose à commenter sur ces deux-là, mais elles sont tellement cool. Vraiment, les aïeules qui se battent. J'adore le fait qu'elles se voilent le visage. Excellente idée de la part de Robert Jordan dans les livres. Et ça fonctionne tellement bien en série parce que, ouais, elles ont l'air menaçantes et on comprend qu'à chaque fois qu'elles remontent leur voile au-dessus de leur nez, elles vont commencer la violence. Et c'est tellement cool et c'est tellement classe. Elles se battent évidemment avec des lances, qui est très très cool. J'aime beaucoup ces deux femmes. Et donc elles vont continuer à se battre pendant tout l'épisode. Hein. Et rapidement, je vais dans tous les sens. Rapidement, pour retourner à Deux-Rivières, on a Padan Fain qui continue à avancer et à tuer des gens autour de lui. Il se fait repérer par Perrine, qui va lui sauter dessus, qui va tuer tous les Trollocs autour de lui de façon très violente. Et il va donc se faire attraper, Padan Fain, par Perrine. On va apprendre à ce moment-là que l'attaque de Deux-Rivières a été ordonnée par le Ténébreux lui-même pour faire du mal à Rand. Faire du mal au dragon réincarné, pour envoyer un message à Rand. On va dire que c'est ça, il me semble, qu'il dit spécifiquement Padan Fain, que j'ai trouvé très intéressant, qui, je pense, est la première fois que Perrine apprend ça, et j'aurais bien aimé que Perrine le dise à d'autres gens après. C'est-à-dire qu'à la fin du conflit, avant qu'il se fasse embarquer par les Capes Blanches, je pense que ça aurait été intéressant qu'il le dise, par exemple, à la mère de Egwene, en lui disant qu'il y a des grandes chances que ça se reproduise, parce que Rand est le dragon réincarné, au cas où ils le savent pas, ils le savent peut-être, je sais pas. Et ouais, vous êtes des gens que Rand apprécie, et si quelqu'un, notamment le Ténébreux, veut faire du mal à Rand, détruire Deux-Rivières est une excellente façon de le faire, donc préparez-vous à potentiellement avoir de plus en plus d'attaques. Comme moi, je leur aurais dit. Je sais pas, mais peut-être qu'il l'a fait hors caméra, ça fait peut-être partie de ces choses qu'on n'a pas vues. Perrine va dire à Padan Fain qu'il le laissera vivant s'il ordonne à ses troupes de partir, et Padan Fain dit « mais j'ai plein d'autres troupes, de toute façon, même si tu me tues, j'ai plein d'autres troupes qui arrivent, tu pourras rien faire ». Et à ce moment-là, on passe donc aux scènes avec Loial qui est en train de détruire, ou en train d'essayer de détruire la porte. Il n'arrive pas à détruire la porte en elle-même, et donc il va détruire le chemin en dessous de ses pieds. Le chemin va s'effondrer, et ça va détruire la porte, qui va exploser. Ok. Donc là, il tue Loial. Deux choses qui sont pas des spoilers, parce que tout le monde va le dire, je pense, et parce que, vu ce qu'ils ont décidé de faire, j'ai aucune idée de ce qui va se passer ensuite. Loial, il est pas mort dans les livres, à ce stade-là. Donc là, tous les lecteurs... Je crois que je disais, je faisais tout un truc dans ma vidéo précédente sur le fait que les lecteurs, on peut avoir une idée à peu près de ce qui va se passer, mais on peut pas vous dire à 100%, on peut pas prédire à 100% ce qui va se passer, parce que, des fois, ils décident de tuer Loial. Et je sais pas quoi penser de cette mort. Déjà, il y a plein de gens qui disent qu'il est pas mort pour de vrai, que c'est une mort à la Gandalf, il tombe du pont, il tombe du chemin, le chemin s'effondre sous lui, et il tombe. Ça fait très Gandalf, ça m'a fait penser à Loki aussi dans les films Thor du MCU. Et dans les deux cas, ni Loki ni Gandalf ne meurent de façon définitive, donc oui, il y a la règle, on n'a pas vu de corps, potentiellement il n'est pas mort. Sauf que s'ils font ça, ça va m'agacer d'un point de vue de la série. D'un point de vue de l'histoire de la Roue du Temps, je serais très contente d'avoir plus de Loial. Sauf qu'ils l'ont déjà fait en saison 1. Et c'était nul. En saison 1, là c'était pas nul. Là c'était assez classe comme moment, c'était assez émotionnel. On l'entend chanter juste avant. J'aime beaucoup. Ça fonctionne bien. Il sauve Deux-Rivières. Ok, c'était un moment plutôt cool. Le final de la saison 1, qui est sans doute parmi les épisodes les plus faibles de la série dans sa globalité, il poignarde Loial de façon assez violente, qui nous ferait penser qu'il est mort. Et puis, on commence la saison 2 et il va bien. C'était jamais mentionné le fait qu'il était au bord de la mort en fin de saison 1. Et c'était nul. C'était vraiment le « Haha, c'était un personnage que vous aimez bien. Voilà, il est peut-être mort. » C'était profondément pas intéressant comme moment. Mais ils l'ont fait quand même. Ce qui fait que tu peux pas faire deux fois le « Ah, il est mort à la fin de la saison, mais il revient la saison prochaine. » J'aurais du mal à l'accepter. Encore une fois, je serais très contente de revoir Loial. Mais... en termes d'intrigue et de narration, ce serait un peu nul. Du coup, je suis très triste que Loial soit mort, mais j'espère qu'il reste mort, si ça a du sens. Et si je vais regretter ce personnage, parce que c'est un personnage que j'apprécie beaucoup dans les livres, honnêtement, dans la série, c'est pas qu'il est pas intéressant, c'est que j'avais vraiment l'impression qu'ils n'avaient aucune idée de quoi en faire. Ils ont un problème, la Roue du Temps, qui est qu'il y a beaucoup de personnages dans cette série de livres. Du coup, ils ont été obligés, depuis le début, de condenser, d'enlever des personnages, de
mixer des personnages ensemble pour en faire un seul personnage. Parce que sinon, c'est ingérable, en fait. Il y a des choses que tu peux faire en livre, comme avoir des milliers de personnages que tu peux pas faire en série. Juste parce que tu vas perdre les gens. Pas les mêmes formats, c'est pas le même média, et ça fonctionne pas en série ou en film d'avoir autant de personnages. Et saison 1, 2, 3, Loyal, il était là, il suivait les gens à droite à gauche, il y avait des petites scènes avec lui. J'avais pas l'impression qu'il savait vraiment quoi en faire pour qu'il soit utile à l'histoire et pour qu'il se justifie d'utiliser du temps à l'écran que tu peux potentiellement donner à d'autres personnages. Et ça m'ennuie de dire ça parce que j'aime ce personnage et je trouve que c'est un excellent personnage dans les romans et j'ai pas envie qu'il soit pas là. Et il devait être là, il faisait partie du groupe initial qui entoure les personnages de Chant-Démon, etc. Mais dans la série, il apportait pas énormément de choses et je pense qu'ils se sont dit « Ouais, tant pis ». Peut-être qu'il voulait une mort héroïque. D'ailleurs, c'était un peu nécessaire, malheureusement. Quand t'as une bataille aussi importante que celle-ci, il faut montrer qu'il y a des enjeux. Et les enjeux, c'est... il y a des personnages qui peuvent mourir. On a perdu Dace Congar, mais c'était pas un personnage important. Ils auraient pu tuer la mère d'Egwene, mais pas cool. Ils ont déjà tué la mère de Matt, donc ça aurait été un peu violent. Ils n'avaient pas accès au père de Rand, donc Tam. Il me semble que j'ai entendu quelque part que l'acteur était pas dispo. Du coup, au début de la saison, ils ont justifié qu'il était allé se planquer quelque part avec la famille de Perrine. C'est pour ça qu'ils sont pas là. C'est très dommage. D'ailleurs, j'aurais adoré que Tam soit là dans cet épisode. Mais ouais, il fallait qu'il y ait un prix à payer pour cette bataille. Ça pouvait pas être Perrine, ça pouvait pas être Faïl. Il restait Loyal. Et c'est très triste. Et c'est une jolie scène, héroïque et triste. Et ça permet à Perrine de pouvoir menacer Padan Fain en lui disant « Il n'y a pas de renfort qui arrive, t'es tout seul, toi et tes Trollocs, et je vais te tuer. Et peut-être que les Trollocs nous tueront tous, mais ça n'aura servi à rien, t'auras pas gagné et tu seras mort. » Et donc en voyant qu'il ne peut pas se sauver, que les renforts n'arriveront pas, il accepte le marché de Perrine et il ordonne la retraite à ses troupes. Et c'est donc la fin de la bataille, et les Trollocs, les suppôts des ténèbres, quittent tous le village. C'était une bataille qui était vraiment cool, hein. J'en ai peut-être pas assez parlé dans les détails, mais c'était vraiment, vraiment sympa. Le lendemain matin, on voit les habitantes de Rivière qui récupèrent, qui commencent à reconstruire, etc. On voit Alanna qui dit aux filles, les sœurs de Matt, qu'elle ne va pas les amener à la Tour Blanche, que là, il va fonctionner un petit peu différemment. J'étais surprise que son costume, sauf si elle a cette même robe en 4 exemplaires, mais il devrait pas être abîmé. C'est-à-dire, j'entends bien qu'elle s'est fait guérir par les filles, mais sa robe verte, elle devrait pas être détruite. Détail. Bref, et donc elle dit qu'elle va pas les amener à la Tour Blanche, qu'elle va procéder différemment cette fois-ci. On sait donc que Alanna va commencer à construire sa petite armée de deux rivières. On a Aram, donc, qui est rejeté par les Tuatha, qui se fait proposer une place à deux rivières en tant que potentiel forgeron, puisqu'ils savent que Perrine... J'imagine qu'à ce stade, la mère de Egwene, elle pense que Perrine va juste mener le village en tant que chef de village et juste aura pas le temps d'être forgeron. Elle peut pas savoir qui va être arrêté par les capes blanches. On voit Perrine, Bain, Chiad et Faïl qui font leurs adieux à Loyal face au livre qu'il a laissé derrière. C'est un moment très touchant, très joli et très émotionnel. Et on a la voix off de Loyal qui va commencer à parler de la légende de Perrine, de la légende de deux rivières qui ont résisté contre les ténèbres. Et Bornald va débarquer avec les capes blanches pour arrêter Perrine. Et il lui dit « Tu dois respecter ta promesse et nous accompagner puisqu'on est venu vous aider pendant la bataille. » Franchement, étant donné qu'il a ramené les suppôts des ténèbres avec lui et qu'à cause de lui, c'est-à-dire qu'avant que Bornald arrive, ils avaient encore toutes leurs fortifications autour du village, ils auraient sans doute pu tenir beaucoup plus longtemps si Bornald n'avait pas débarqué. Je trouve pas qu'il les ait particulièrement aidés. J'entends bien que le deal c'était « je viens vous aider, peu importe les conséquences, tu viens avec nous à la fin », mais là je trouve que Perrine il aurait pu avoir un argument de « vous ne savez pas aider, vous avez empiré les choses ». Bref, Perrine a une très belle conversation avec Faïl à ce moment-là, parce que Faïl est prête à poignarder tout le monde, hein, et il lui dit « tu as voulu que je respecte ton choix de te battre », que Perrine a fini par accepter, et maintenant il faut que tu acceptes mon choix à moi de ne pas me battre. Comme je disais, le conflit de Perrine pendant toute la série, c'est quand se battre, quand ne pas se battre. Quand est-ce que la violence est justifiée, quand est-ce qu'elle n'est plus justifiée, et Perrine veut faire le moins de violence possible. Il veut choisir d'arrêter la violence à ce moment-là. Et c'est là où le paradigme de la feuille et leur principe de
pacifisme peut être intéressant. L'approche qu'ils en ont est extrême et catastrophique et pas justifiable parfois. Mais l'argument que fait Perrine à ce moment-là du « ok, on arrête la violence », c'est-à-dire que oui, ils pourraient se battre, mais plus de gens mourraient à ce moment-là. Et ensuite, quand est-ce que t'arrêtes ? Est-ce que s'ils arrivent à tuer toutes les capes blanches, est-ce que plus de capes blanches viennent pour les venger ? Et quand est-ce que le cycle de violence s'arrête tant qu'il n'y a pas quelqu'un comme Perrine à ce moment-là qui dit « ok, là, à ce moment-là, moi, je ne vais pas me battre ». Et c'est potentiellement horrible, potentiellement, ils pourraient se faire brûler vivants ou autre, peu importe quelle est leur version de la justice chez les capes blanches. Mais là, il prend une décision volontaire d'arrêter la violence et de protéger, soyons honnêtes, le village de Deux-Rivières. Et il va donc partir avec eux sous les acclamations des habitants. Et c'est la fin de l'épisode. Excellent épisode, ça fonctionne très bien, les scènes d'action sont très efficaces, c'est plutôt bien filmé, il y a des moments d'émotion très forts qui fonctionnent, encore une fois. J'ai les reproches que j'ai faits au cours de cette vidéo sur le fait que je trouve pas que le personnage de Perrine ait été assez bien construit avant cet épisode, mais cette conclusion-là pour ce personnage dans cette saison est très forte, donc je suis très heureuse de l'avoir eue. J'aime beaucoup la relation de Perrine et Faïl. Alana et Maxime se font toujours plaisir à voir, ils ont une excellente relation. Les habitants de Deux-Rivières étaient assez amusants à observer et touchants par moments, etc. Ça fonctionne très bien, très bon épisode. J'ai extrêmement hâte de voir l'épisode de la semaine prochaine, puisque ce sera le final de la saison 3. La saison 3 a été tellement solide que j'ai plein d'espoir et d'attente pour ce final. Le petit élément qui me fait douter, c'est que si je compare avec la saison 1 et 2, les épisodes de fin étaient toujours les plus faibles, je trouve, parce que cette série, avec tout l'amour immense que j'ai pour elle, a un peu du mal à faire du grandiose et de l'épique, et que souvent, évidemment, dans un épisode final, tu veux du grandiose et de l'épique. Je pense que là, ils vont se concentrer, j'imagine, sur Rand et potentiellement sur Nynaeve, Elaine, Matt versus Moghedien ou Liandrin. Et du coup, potentiellement, ça n'a pas besoin d'être aussi épique et grandiose que le final de la saison 1 ou 2. Du coup, tu peux réussir, si c'est un peu plus contenu sur les personnages, c'est là où la série est bonne, d'avoir des conflits plus petits. Je dis ça alors que là, cet épisode, il était assez grandiose. C'était une grosse baston, c'était une baston dans un village, pas dans une grosse ville. Mais pour une bataille dans un village, c'était plutôt grand en termes de taille et en termes de nombre de combattants et tout ça. Et ça fonctionnait vachement bien. Donc peut-être qu'ils ont réussi à ajuster un petit peu cette formule pour pas que l'épisode final soit plus faible que le reste de la saison. Donc j'ai plein d'espoir. Je pense que ça va être super bien. J'ai très très hâte de le voir. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous avez aimé cette grande bataille de Deux-Rivières ? Est-ce que vous comprenez les points négatifs que j'ai pointés ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve donc la semaine prochaine. À très bientôt sur Univers Fantasy. Bye bye!